Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+. Nous nous sommes déplacés au cœur de Paris pour rencontrer un être, un homme pétri de talent. De ses mains, il vous restitue le meilleur de l'existence humaine. De ses mains, il vous restitue le meilleur de l'univers. Lui, c'est quelqu'un qui est venu du littoral du Cameroun, s'est établi en France et aujourd'hui compte parmi les meilleurs peintres que le monde entier connaisse. Nous aimons vous présenter tout ce qui est beau. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de recevoir chez vous M. Francis Mbela, peintre franco-camerounais installé à Paris. Monsieur Mbela, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci, moi aussi. Alors, votre réputation vous a précédé. Si je suis là, c'est parce que M. Michel Lobé-Etamé, qui est chroniqueur pour JMTV+, m'a beaucoup parlé de vous. Oui. Et je me suis dit, il va falloir que je montre cela aux téléspectateurs. Qu'est-ce que cela vous fait de nous recevoir, nous, modestes journalistes, chez vous? C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de pouvoir partager aussi, échanger. Je pense qu'on en a tous besoin. Et moi, je suis un artiste naturellement subjectif. Subjectif. Donc, oui. On est plein dans le mille, là. J'ai une œuvre qui ne s'impose pas, mais qui propose. D'accord. Voilà. On va y arriver parce que je suis arrivé, je regarde, je vois un peu d'impressionnisme. Je vois un peu de cubique. Bref, de ce que je savais de l'art, je retrouve un peu dans votre peinture, mais il y a quelque chose d'original. Voilà pourquoi j'ai eu envie de voir, après avoir regardé quelques-unes de vos toiles sur votre site. Mais bon, commençons par le commencement. Francis Mbela, vous naquîtes un 18 décembre d'une certaine année. Je ne donnerai pas l'année, mais si vous voulez la donner, vous la donnez. Hein. Il n'y a pas de problème. Je suis né le 18 décembre 1961. 61, à Douala. À Douala, exactement. Au Cameroun. Oui. Bon, parfait. Il se dit que vous êtes issu d'une famille d'artistes à la base. Est-ce vrai ou faux? En effet, oui. Mon père était sculpteur et ma mère était couturière styliste. Bon, cela dit, c'est une chose, une bonne chose, mais ce n'est pas ce qui a motivé ma décision personnelle à moi de devenir artiste. Ça, c'est une décision personnelle. Personnelle. Voilà. Mais qu'est-ce qui a influencé cette décision-là? Influencer cette décision, je pense que c'est l'engagement dans la vie. Tout simplement, c'est mon engagement dans la vie qui a influencé cette décision, dans le sens que je voulais m'identifier. Je voulais m'identifier et je voulais aussi en même temps communiquer. Et quand on parle de communication, on parle de langage. On ne peut pas communiquer sans rien. Et l'art est un moyen de communication. Et l'art est un moyen de communication comme d'autres voies qu'on peut emprunter. Mais celle que j'ai empruntée, effectivement, était naturelle, dans le sens qu'effectivement, mes parents étaient des artistes et que d'une certaine manière je l'ai aussi vécu dans mon enfance, hein. C'est pas rien. Il y a quand même une raison du fait que mes parents étaient des artistes, mais comme je l'ai dit tantôt, par contre c'est pas ça qui me pousse à décider de le devenir, voyez. C'est qui, M. Turlupine, Francis Mbela? Chers téléspectateurs, vous allez le comprendre, vous naquîtes à Douala, ville par excellence où la musique est le premier art, oui. Mais vous avez choisi de faire de la peinture. Alors, je pense que la musique n'était pas le premier art. La musique était réputée, mais parce qu'à l'époque, vous savez, quand on était sculpteur comme mon père, ou même peintre et tout, on n'était pas très en vue. Bien sûr que non. On n'était pas très en vue, on ne soulevait pas les... Vous voyez, je veux dire. Alors, il y avait peut-être une interprétation des arts plastiques qui était un peu, disons, un peu limitée, alors que la musique, c'était comme un écho. Ah, ça touche tout de suite les gens et tout, donc je sais pas, je sais pas exactement. Votre père, oui, aurait dû faire. Mais on avait beaucoup de plasticiens à l'époque déjà. Hein.
c'est qu'ils n'avaient pas, vous voyez, qu'on appelle ça, l'ouverture. Il n'avait pas d'écho. Bref, voilà. La couverture médiatique n'arrivait pas jusqu'à eux. Exactement. Je peux le confirmer car le 28 août 1993, j'étais reçu par Feu et Boilotine, chez lui à Aqua, en face DHL Aqua. Oui. Et son intérieur était totalement sculpté. Qui était un grand sculpteur ébéniste. Et très bon chanteur. Donc tout l'intérieur chez lui était sculpté de ses mains. Oui. Et c'était un très grand sculpteur ébéniste. Et mon père, c'était à peu près la même génération. Mais je lui ai demandé, mais comment ça se fait qu'on te connaît, parce que je le tutoyais, c'était le cousin de mon beau-père qui était de Douala à bord. Je lui ai dit, mais comment on te connaît que par la musique? Et jamais on a montré ça à la télé. Oui, oui. Il me dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme il parlait rapidement, les gens ne veulent pas montrer ce qui ne lève pas les foules, ce qui ne fait pas danser. Bon. C'est un peu ce que vous dites, hein? Oui, exactement. C'était un long combat, hein, parce que dans mon enfance, j'ai vécu quand même, il y a des artistes qui m'ont marqué, comme Djombe, je ne sais pas si... Djombe, un artiste qui est au nom de Djombe, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai vu beaucoup d'années plus tard, et j'étais impressionné par sa volonté, cette volonté qu'il avait toujours après autant d'années. J'ai rencontré cette volonté qu'il avait toujours, d'un jeune peintre qui commençait en fait, et il avait toujours cet état d'esprit qu'il avait gardé. Hein, l'amour du métier. Ah mais c'était extraordinaire. Bon, revenons un peu à votre parcours, votre cursus scolaire. Hein. Vous avez fait le lycée King Aqua à Douala. Oui. Avant de. Il se dit que vous êtes arrivé à un certain niveau, vous avez décidé de quitter le Cameroun sans avoir eu votre bac. Est-ce vrai ou faux? Non, mais je n'ai pas quitté le Cameroun pour aller faire mes études. J'ai quitté le Cameroun pour aller retrouver ma famille. Ah, votre famille qui était ma mère qui vivait en France, voilà. On peut donner la ville? Hein? On peut donner la ville où vous étiez établi, où étaient établis vos parents? Ben à Paris. C'était pas Neuilly-sur-Seine? Non, je suis d'abord Neuilly-sur-Seine, c'était plus tard. Ah d'accord. Mes parents, j'étais plus tard. J'ai d'abord atterri à Colombe, en fait. Colombe dans les Hauts-de-Seine. Voilà, exactement. Donc pas loin de Neuilly. Avant qu'on avait ça, de m'installer à Neuilly pour mes études. Hein. D'accord. Ouais. Donc vous avez fait le lycée de la Folie Saint-James. Exactement, à Neuilly, oui. Oui, et je pense que c'est à Saint-James que, franchement, je n'ai pas envie de dire tous ces joués, mais mon professeur de dessin, c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Hein. Je pense que c'est un moment qui était très important, ou qui est très important dans ma vie, qui est resté important, absolument. Absolument, mon professeur de dessin. Et ensuite, vous validez quoi comme diplôme à ce lycée-là? Un bac, je suppose. Alors, je valide un bac expérimental à l'époque. C'est quoi bac expérimental? Alors, c'est tout simple, c'est comme un bac, sauf que quand vous faites un bac D ou un bac ceci, donc scientifique, ainsi de suite et tout, il y avait plusieurs, qu'on appelle ça, options. Mais le bac expérimental était, en fait, un bac qui intégrait des matières à option. Ah. Et vous pouvez l'avoir comme option lourde pour passer votre bac. D'accord. Donc, vous pouvez faire peinture, cuisine, musique. Vous voyez, à l'époque. Donc, on intégrait donc ces matières pour passer votre bac. Exactement. Et à ce moment-là, où on avait par exemple la peinture. Moi, j'avais choisi de faire la peinture. Et qu'on appelle ça. Les options que j'avais choisies, c'était la peinture et les sciences économiques. Et donc, j'avais donc la peinture comme en coefficient 5. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour certains, quand ils passaient le bac, la peinture ou la musique ou la cuisine, c'était facultatif. Ah, d'accord. Et vous avez choisi de vous professionnaliser. Alors, le bac expérimental, vous avez le premier trimestre. Donc, vous allez avoir un très fort coefficient pour la peinture. Donc, un trimestre, en fait, c'est un trimestre d'expérimentation, quand on dit bac expérimental. Alors, le premier trimestre, en fonction de vos résultats, vous avez le choix de choisir cette matière pour passer votre bac. D'accord. En fin d'études. Et ensuite, vous allez intégrer l'école des beaux-arts à Paris.
Ben oui, parce que à l'époque d'ailleurs, le bac expérimental, c'est pas tous les lycées Qui pas le proposaient. Oui, oui, à Paris, je pense qu'il y avait l'école alsacienne, dans le 6e, il y avait le lycée Saint-James, il y avait peut-être 4 ou 5 lycées à Paris, peut-être pas plus. Et puis en province aussi, quelques lycées. Non, c'est tout naturellement que après le bac, vous intégrez ce... Alors après le bac, j'ai mon prof qui m'a conseillé. Oui, c'est elle qui m'a conseillé. Il m'a dit, bon, je sais pas ce que tes parents vont penser et tout, mais moi, je te conseille qu'on appelle ça, de préparer ton concours pour entrer à l'école des Beaux-Arts, parce que je pense que vraiment tu as... le talent. Oui, tu as c'est même pas le talent qu'elle m'a dit. Tu as quelque chose à dire. Voilà les termes qu'elle utilisait. Tu as quelque chose à dire avec la peinture. Et donc, elle m'a pas obligé, mais elle m'a conseillé. Elle m'a dit, quand on a quelque chose à dire, il faut aller jusqu'au bout. Sinon ça peut créer des frustrations. Alors, elle s'est inquiétée de ce que vos parents en penseraient. Et ces parents-là, vos parents, qu'est-ce qu'ils en ont pensé que vous choisissiez les Beaux-Arts plutôt que l'économie? J'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes avec mes parents pour ça. Ah bon? Ouais, il n'y avait pas d'obstacle par rapport à ça. Il y avait plutôt de la curiosité. Vous savez, quand vous êtes un artiste, vous avez votre enfant qui dit qu'il va le devenir, c'est très difficile. Parce que ce que vous avez traversé, il ne fera pas la même chose. Vous vous dites que, vous voyez, il ne fera pas la même chose, il ne pourra pas faire la même chose. En plus, c'est pas la même époque et tout. Et donc, moi, j'ai eu des parents qui étaient plutôt en défi. Disons, est-ce que tu es capable, est-ce que tu peux vraiment devenir un peintre, un artiste parce que nous, on sait ce que c'est et tout. Voilà, surtout mon père, il a dit, ok, d'accord, je sais pas. Si c'est une décision personnelle, c'est très courageux, mais voilà. Non, j'avais pas du tout d'appréhension par rapport à ça. C'était un choix qui était spontané. Spontané. Des chanteurs de la compagnie créole, je crois que ce sont eux, avaient dit qui dit reggae dit Bob Marley, qui dit rock'n'roll dit Elvis Presley. Moi je dirais qui dit impressionnisme dit Monet. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qui dit cubisme dit Picasso. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Mais vous avez inventé le style, la technique du tapioca. Chers téléspectateurs, la technique du tapioca. Mais qu'est-ce que c'est, Francis Vella, la technique du tapioca? Ça m'a beaucoup fait rigoler, hein? Ça fait toujours rigoler la recherche. Vous savez, la recherche, c'est des rencontres de hasard, n'est-ce pas? Oui. On fouille, parce qu'on cherche, comme je parlais tout à l'heure, à créer un langage. Pour créer un langage, il faut des éléments. Tout à fait. Voilà. Et donc, le tapioca, comme d'autres éléments, fait partie justement de ce qui nous entoure et de ce qui peut nous aider à trouver qu'on appelle ça, à construire notre parcours, ou notre philosophie, ou notre vision des choses. Et le tapioca, voilà, pourquoi pas le tapioca? C'est ça qui est incroyable, parce qu'en fait, quand on regarde bien, finalement, on côtoie le tapioca depuis notre enfance. Oui, tout à fait. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, le tapioca, c'est du manioc écrasé et transformé en c'est la farine de manioc. La farine, mais je ne dirais pas jusqu'à la farine de manioc, c'est ce qu'on appelle le foufou surtout. Mais le tapioca reste granulé. Oui, mais c'est de la farine, ça peut être comme les gens, ils ont le riz, d'autres qui ont de la sémoule, tout ça, voilà. C'est dans le même style. Ça devient on peut faire le foufou de riz, tout à fait. N'est-ce pas? Oh, vous en mangez? Ou le foufou de la sémoule. De la sémoule. Moi, je mangeais plutôt le tapioca. Le tapioca. Mais en fait, moi, je ne mangeais pas comme nourriture, je mangeais plutôt, vous savez, à la pause. À la pause de 4 heures. À 4 heures. Avec 4 heures, avec un peu de cacahuètes, un peu d'eau, sucre, voilà. C'est marrant, hein? C'était surtout le repas des étudiants qui était un peu fauché.
Mais bon, mais je ne crois pas que vous l'étiez. Vous le mangez par plaisir, j'en suis certain. Ah oui, 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 oui. À ce moment-là, c'est ce que signifiait pour moi le tapioca, c'est tout. Est-ce que sur cette toile, vous avez mis cette technique du tapioca? Oui, oui, oui. Ah, Je peux toucher la partie qui bah, est séchée? si vous voulez, mais c'est pas sec. Hein, C'est pas sec. Alors, vous pouvez toucher là, si vous voulez. Là, peut-être, non, ouais. pas tout à fait. Ouais, je le sens, je le sens. Ah ben, j'ai pris un peu, ben voilà, j'étais Voilà, là, je peux le connecter là. Là, ça se travaille, là, vous voyez, le travail est en train de se faire d'une manière autonome, vous voyez, donc en même temps... Sur les autres toiles, cette technique du tapioca y est appliquée ou pas? Toutes les toiles sont travaillées au tapioca. Vous allez voir sauf les encres. Les encres, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord, oui, vous voyez le tableau là-bas, c'est une encre. Celui qui est juste devant vous, au fond, c'est aussi une encre. D'accord, je vais prendre ces tableaux avant de poursuivre l'interview, si vous permettez. Ce sont des encres, c'est pas tout à fait la même approche. Voilà, mais ça me permet un peu de prendre du recul par rapport au tapioca de temps en temps. Donc, ces tableaux-ci ont du tapioca. Tout comme celui-là. Est-ce que cela intrigue vos confrères peintres occidentaux, votre technique du tapioca? En fait, ça n'intrigue pas du tout. Ça n'intrigue pas du tout. Mais on est habitué ici en Occident, les gens sont habitués à la création. Pourquoi ça intrigue? Non, disons que un nouveau langage est toujours difficile à intégrer. C'est comme un jeune artiste qui commence d'une manière ou d'une autre est toujours difficile à accepter. Voilà, il faut faire son parcours. Et puis avec le temps, bon voilà, les gens finissent par vous intégrer. Mais dans le cas de cette technique, où j'aurais aussi pu me contenter de travailler de huile sur toile, mais ça n'avait aucun intérêt pour moi. J'ai essayé de mettre en place une technique pour créer un langage, un nouveau langage, et surtout aussi exprimer ma vision des choses. Des très beaux tableaux, hein? Merci. J'ai envie de parler d'argent, Francis Mbella. Est-ce qu'il est facile pour vous de parler argent? Disons, je ne suis pas encore... parce que je ne suis pas dans ce domaine, alors ça paraîtrait un peu artificiel quand on parle de parler argent. Par contre, les personnes qui s'occupent de ce que je fais, comme mes filles le font maintenant, effectivement, c'est plus facile pour elles de parler argent. Moi, je ne suis pas très spécialiste de parler argent. Je suis plutôt un artiste voilà, qui est plutôt soucieux de son travail et de ce que ça peut représenter. Voilà. J'ai quand même envie de poser cette question, même si vous ne vous occupez pas d'argent avant, avant que vos filles ne grandissent, vous étiez déjà artiste peintre. Combien vaut en 2025 une peinture de Francis Mbella? Alors combien vaut, vous savez, pour moi, combien vaut une peinture après un tel parcours, une peinture de Francis Mbella, ben, vous savez, les peintures, il y en a des différents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a des différents. Ça peut valoir 1000 euros, comme ça peut valoir 100 000 euros. Voilà, on va dire comme ça. 100 000? Ça peut aller de 1000 euros à 100 000 euros. 5 000 ou 100 000? 100 000. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 5 fois derrière le 1. Oui. Wow. Ça peut valoir 1000 euros, comme ça peut valoir 100 000 euros. Oui. Ou derrière moi. Vous voulez dire que ce grand tableau derrière vous vaut 100 000 euros? Sa valeur muséale, oui. De toute façon, c'est des tableaux qui vont être exposés au musée, effectivement. Si vous vous libérez d'une telle œuvre, c'est sa valeur. Hein.
c'est sa valeur. C'est pas des œuvres, c'est des œuvres qui ont pris des années pour être réalisées. Même en dehors de ça, je ne sais pas, vous m'avez demandé un peu ce que ça peut valoir. Moi, je vous dis. Mais je ne suis pas un spéculateur, moi. Bien sûr que non. Vous êtes un artiste. Je suis un artiste, je ne suis pas un spéculateur. Souhaitez-moi une chose, Oui. de m'enrichir et de venir faire mon marché chez vous. Hein? De m'enrichir et d'aller faire mon marché chez vous. Oui, bon, vous savez, le plus difficile, c'est la réalisation, c'est de pouvoir voir que vous êtes en train de réaliser, créer quelque chose. Vous savez, c'est un combat. Hein. C'est pas d'un clic, en fait, qu'on met une œuvre en place. Hein. C'est un combat intérieur, c'est même souvent des contradictions vis-à-vis de l'œuvre que vous êtes en train de faire. Et beaucoup de contraintes aussi, beaucoup de contraintes souvent. Et puis souvent, bon, on arrive à s'y retrouver, comme on peut arriver aussi à ne pas s'y retrouver, parce que vous avez beaucoup d'œuvres que j'ai pas finies et que j'ai mis de côté, parce que pour le moment, ça ne me parlait plus beaucoup. Et souvent, je reprends pour les terminer quelques années après, souvent. Vous êtes donc, votre travail, votre art, Oui. peut donc être assimilé au travail d'un écrivain qui commence un bouquin, qui manque d'inspiration, le garde, passe à autre chose et revient demain. Oui. Oui, j'ai beaucoup d'œuvres qui ne sont pas pour moi finies parce que je n'ai pas encore apposé ma signature, n'est-ce pas? Quand on appose sa signature, on suppose qu'on a fini une œuvre. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Mais quand on n'a pas encore apposé sa signature, ça veut dire qu'on est en doute. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a un doute. Alors, moi j'ai eu une anecdote d'un peintre américain, professeur de peinture de Boston, qui était venu visiter mon atelier, qui était à Paris pour une conférence et qui est venu visiter mon atelier. Et ici même d'ailleurs. Et à l'époque, il était venu, j'étais en train de faire un tableau. À l'époque, j'étais en train de faire un tableau et il a regardé et tout, il m'a dit c'était très beau. Vous savez bien comment avait l'enthousiasme des Américains. That's very nice. Ah oui, Very nice. Yes. Prestige. Et donc il me dit c'est très beau et je lui dis merci. Et il me dit mais ça coûte combien, je peux l'acheter? Et je tique. Et il comprend pas pourquoi je tique. Je dis mais je n'ai pas encore terminé. Il me dit mais pour moi c'est bon, c'est déjà bon. Je vais l'acheter comme ça. Je lui dis, mais écoutez, si vous l'achetez ce tableau, alors il ne comprenait pas toujours pourquoi j'étais réticent. Je dis, mais écoutez, moi, si vous achetez ce tableau, je ne le signe pas, donc pour moi, je ne considère pas que c'est mon tableau. Donc je vous le vendrai, mais vous ne direz pas que c'est le tableau de Francis Bella. Il me dit, mais je dis, mais oui, parce que je ne veux pas que vous ayez un tableau de moi, dont moi, je n'ai pas encore décidé voilà, mais je ne le signerai pas. Donc, ça sera un tableau quelconque. Et à la fin? Ben, et à la fin, il a été, il n'a pas pu l'acheter. Parce que, en plus, je ne voulais pas. Il l'a quand même réservé ou pas? Hein? Il avait réservé au moins ou pas? Non, il était de passage à Paris, je l'ai vu une fois à Boston, mais tu savais, le temps après il est passé, et puis finalement il m'a acheté un tableau... un autre? Oui, il m'a acheté un autre tableau plus tard, quand j'ai exposé en Floride. C'était venu, donc il m'a acheté un autre tableau, fini. Mais je pense que ça va beaucoup, je ne sais pas si c'est choqué, parce que la mentalité américaine est très directe. Vous voyez, les gens, quand ils sont intéressés par quelque chose, ils pensent que eux, ils sont intéressés et qu'ils pensent qu'ils peuvent se l'acheter. Il n'y a pas de raison pour vous décider pour vous, en fait. Voilà. Il n'y a pas de raison pour vous d'attendre. Et moi, c'était pas possible, parce qu'en plus, vous savez, quand vous êtes jeune artiste, on se dit, les jeunes, souvent, ont toujours tendance à tout brader. C'est normal pour plusieurs raisons.
où ils n'ont pas de moyens. Et donc, les moyens sont conditionnés le plus souvent. Eh oui, Pour pouvoir vous dévier aussi de votre spécificité, qui n'est même pas encore une spécificité assise. Et c'est très mauvais, mais bon, on est face à tout ça. Hein. On est face à tout ça. Les combats se mènent de différentes manières. Il se dit que vous utilisez des couleurs superposées pour créer des formes. Donc, on connaissait déjà le style, la technique du manioc. Les tapioca. Du tapioca, pardon, tapioca issu du manioc. Oui. Mais il s'est dit aussi que vous superposez des couleurs pour créer des formes. Alors, est-ce que c'est ce que je suis en train de voir là? Oui, parce que vous m'avez parlé de la technique du tapioca, je ne vous ai pas totalement expliqué. Allons-y. L'effet de la technique du tapioca et ce qui a entraîné le mouvement que j'ai créé, c'est-à-dire les reflets de la couleur. Des reflets de la couleur, oui. Ce qui veut dire, les reflets de la couleur, ce qui veut dire qu'est-ce que la couleur reflète derrière l'apparence. Qu'est-ce qui se reflète derrière cette forme de qu'on appelle ça d'appréhension. Donc ce que reflète, c'est les reflets de la couleur, c'est le mouvement que j'ai créé et qui donc s'accompagne avec la technique du tapioca. Mais le tapioca, comme je vous l'ai dit, le tapioca c'est de la farine de manioc. Oui. C'est un aliment comestible. Tout à fait. Et quand j'ai eu mon concours aux Beaux-Arts, j'ai commencé vraiment même déjà avant, j'ai commencé à penser de créer un langage personnel. Oui. J'avais déjà, du jamais vu nulle part. Ça me dérangeait déjà, et je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais arrêté certainement quelque part la peinture, parce que ça aurait été trop limite pour moi. Vous voyez, j'ai envie de dire, j'ai pas une arme pour moi pour combattre, vous voyez, pour résister, donc je considère ça un peu comme ça. Donc, pour moi, ça aurait été un peu la routine, vous voyez, voilà. Et donc, en fait, je vous disais tout à l'heure, c'est tout simplement la curiosité. C'est même marrant parce que je n'ai jamais constaté auparavant que quand on mettait de l'eau, on versait de l'eau dans du tapioca, ça gonflait. Non, mais comment ça, vous mangez du tapioca avec des cacahuètes, vous m'avez dit? Oui. Et quand vous y mettiez de l'eau, ça ne gonflait pas pour vous? Oui, ça gonflait. Mais dans l'esprit d'un artiste qui veut créer quelque chose, à l'époque, je n'étais pas dans cette... et cette curiosité n'était pas pour moi quelque chose de... C'était rien pour moi, en fait. Vous me donnez envie d'en manger, là. Est-ce que vous avez dans le coin? mais cette curiosité, à l'époque, n'était pas du tout... j'étais pas en rapport avec la peinture, avec quelqu'un qui cherchait... qu'on appelle ça, qui voulait créer une technique. Et donc, c'est quand j'ai commencé à faire de la recherche en peinture, à vouloir créer un langage avec des éléments, que je me suis rendu compte. Parce que ce qui me déterminait, en fait, c'était le relief. Ah, le relief, ouais. J'étais un peu un artiste qui était très curieux de voir comment on pouvait regarder une peinture autrement que comme une photo. Parce qu'on avait beaucoup plus l'habitude de regarder la peinture comme une photo. Vous voyez, la perfection, c'était, vous voyez, l'apparence. Non. Alors que la perfection, pour moi, ici, c'est le relief. Bon. Alors, on sait que le tapioca est un aliment régulièrement consommé au Cameroun, au Nigeria. Ah, vous en avez là d'ailleurs. Au Nigeria, un peu au Ghana. Donc, chers téléspectateurs, si un jour vous ne trouviez plus de tapioca dans ces pays-là, posez la question à Francis Mbela parce que... Non, il y en aura toujours. Si ceux qui s'intéressent à votre travail veulent vous imiter, on risque de manquer de tapioca dans ces pays. Il y en aura toujours du tapioca parce que vous savez pourquoi? C'est exactement comme tout ce qu'on jette à la poubelle. Oh, comment ça? Ah bah écoutez, dans la vie de tous les jours, l'eau, on se douche avec, n'est-ce pas? Oui. On boit aussi. Oui. Au même moment où on est en train de se doucher, on peut boire l'eau. Tout à fait, oui. On l'utilise pour... lorsqu'elle est potable, bien entendu.
Elle peut ne pas l'être. Vous pensez que c'est tout le monde qui a la possibilité de pouvoir boire l'eau potable? Il y a des gens qui boivent l'eau qu'ils ont. Vous parlez là au Camerounais? Oui, parce que non, mais je dis, vous savez, il y a l'eau de source, il y a l'eau qu'on récupère partout. Hein? On peut en manger un peu? Si vous n'avez pas mis de produit là-dessus, hein? Non, mais il faut pas. Juste un peu, hein? Vous savez que ça gonfle, hein? Oui, ça gonfle, mais dans le ventre. Ah oui. Donc, vous n'avez, c'est peut-être pas de l'eau, mais quand vous allez dans le ventre, ça va gonfler. Oh, juste un petit. Ouais, ça va pas où tu es allé. Ouais. Le TAPS. Le TAPS. Une anecdote lorsque nous étions. Ben, on peut faire la peinture avec, vous voyez. Au TAPS, au TAPS. C'est pas nocif. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez faire la peinture, vous pouvez manger. Ça non. On mettra ça plus tard. Alors, chers téléspectateurs de GMTV+, nous allons maintenant évoquer le côté œuvre et récompense, car, comme tout grand peintre, Francis Mbella a été régulièrement et plusieurs fois récompensé. Alors, votre actif, plusieurs centaines d'expositions et conférences. Pouvez-vous nous citer quelques grandes villes qui ont reçu vos peintures en exposition? Alors, j'ai beaucoup exposé, déjà, on va dire à Paris. À Paris, ça va de soi. Ça va de soi. J'ai beaucoup exposé en Allemagne, j'ai exposé à Munich, j'ai exposé à Berlin, tout le début, j'ai exposé à Hambourg, et j'ai exposé à Cologne. Ils vous aiment beaucoup les Allemands, hein? Oui, mais en fait, vous savez, c'est pas une question d'aimer aujourd'hui. Je vais mettre une parenthèse. On est en train de préparer une exposition qu'un étudiant qu'on appelle ça, en histoire de l'art. J'avais choisi un thème et lui avais parlé de Lascaux, et lui, donc, il a travaillé sur Lascaux. Vous connaissez les grottes de Lascaux? Peinture rupestre. Rupestre, oui. Oui. Donc, il a travaillé dessus, il a fait une analyse pour voir la convergence entre la grotte de Lascaux et le technique du tapioca. Vous voyez, pour montrer que, en fait, le médiéval était déjà contemporain par la technique du tapioca. Qui est dans l'art contemporain. Et donc, on est en train de préparer donc une exposition dans ce sens qui sera itinérante et qui va faire 22 pays, je pense. 22 pays. Waouh. Ça va faire 22 pays, peut-être même plus. Et donc, pour vous parler, après, j'ai exposé aussi en Angleterre, à Birmingham. Birmingham. Yes. Voilà. J'ai exposé à Belgique, à Anvers. Je vois ici Los Angeles. À Los Angeles, par contre, j'ai exposé longtemps à Los Angeles, puisque j'ai vécu à Los Angeles pendant un moment. Oui, et j'ai exposé en Floride, à Los Angeles, à San Francisco, et j'ai exposé en Floride surtout. Surtout? Oui, parce que j'avais une permanence là-bas. J'ai exposé pendant longtemps, mais pas du côté de Miami, à Tampa j'ai exposé. Tampa? Du côté du golfe du Mexique. D'accord. Orlando, Tampa, Clearwater Beach. J'ai exposé beaucoup aussi en Floride. Et puis, bon, j'ai fait une exposition effectivement à New York. Pas longtemps, c'est un côté où je ne suis pas resté trop longtemps, de ce côté-là, les États-Unis. Bon, voilà. Vous avez oublié Douala et Yaoundé? J'ai oublié même beaucoup. Douala, c'est aussi un peu normal. J'ai exposé à Douala, j'ai exposé à Limbé. Je pense que c'est l'une de mes plus grandes expositions. Vous avez à une période extrêmement compliquée. Ah, oui. Parce que j'ai exposé à la Limbé Musée National. Après, je suis revenu ici et on m'a proposé une exposition à Limbé à l'époque, avec des situations incroyables, parce qu'à l'époque, les routes... je me souviens, quand j'ai exposé à Limbé, beaucoup de gens m'ont demandé, mais M. Mbella, comment vous avez fait pour amener tous ces tableaux à Limbé, au bord de la mer? J'ai dit, mais voilà, pourquoi vous me posez cette question? J'ai dit, mais quand on voit l'état des routes, et donc, vous savez, au Cameroun, c'est un peu tangent comme ça. Un coup, on trouve une route qui est bien faite, et puis 6 mois après, vous savez, la même route n'existe plus, je ne sais pas. Mais bref, c'est vrai que c'était
savez, quand on a la volonté de faire les choses, voilà, les situations qu'on peut affronter, effectivement, ne vont pas vous empêcher de le faire. De le faire, oui. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est quand même beaucoup d'énergie perdue. Hélas. Oui. Je vais revenir sur les expositions. Quelles sont les récompenses que vous avez reçues, car vous en avez reçues? Est-ce que vous en souvenez? J'en vois une là. Ça, c'est le Palme d'Or du groupe africain d'excellence. Je pense que c'est le plus... et il est lourd, hein. Alors si vous le portez... Groupe africain d'excellence. Oui. Alors il est lourd. Tenez-le vraiment bien parce que vous allez voir qu'il est vraiment lourd. D'accord. Groupe africain de l'excellence, Palme d'Or, Francis Mbella, artiste peintre de l'année 2006. Alors je vous l'apporte, chers téléspectateurs, que vous voyez ça, que vous lisiez ce que moi je lis. Voilà, celle-là. Super. Voilà, c'est l'une des récompenses quand même assez importantes parce qu'il y a des récompenses qui sont énumérées, d'autres pas. Bon, on dirait que ça ne veut rien dire, mais bon, quand même. Et voilà, j'ai eu la médaille de l'Académie des sciences Ararat. J'ai eu la médaille qu'on appelle ça, de l'Académie des arts et lettres. À Paris? Ah bah oui, à Paris, oui. J'ai eu à Moscou l'Aérogus Art à Moscou. Voilà. En Suisse aussi, j'ai eu Des chocolats? Non. De l'argent? En Suisse, j'ai eu le mérite culturel de l'Organisation des Nations Unies. Wow, oui, tout à fait. Super. Et je l'ai eu en Californie aussi, à Sacramento, et à Paris, par Jacques Chirac. Ah, par Jacques Chirac. Le mérite culturel de la ville de Paris. Quand il était maire, c'est ça? Super. Le mérite culturel de la ville de Paris, je l'ai eu aussi à Sacramento, parce que c'est la capitale de la Californie. Aux États-Unis, les gens ne connaissent pas beaucoup les capitales des États. Ouais. Si vous parlez de la Californie, ils vont vous parler de Los Angeles ou San Francisco. Pas de Sacramento. Alors que c'est des petites villes de rien du tout, soit la capitale au niveau des États-Unis le plus souvent. Alors, il y a une récompense, une des récompenses qui est assez intrigante. Oui, c'est-à-dire? Puis-je vous appeler Excellence? Est-ce que je peux vous appeler Excellence? Oui. Pourquoi? Oui, parce que quand on est ambassadeur, on est... voilà. Vous êtes ambassadeur... Et quand on est ministre aussi, on est... Vous êtes ambassadeur de la République de Montmartre à Paris. Oui, depuis 2014. La République de Montmartre... C'est intriguant, non? Hein? C'est intriguant. Non, c'est pas intriguant. La République de Montmartre, c'est une institution philanthropique qui a vu le jour depuis plus d'un siècle par 5 artistes qui ont fait qu'on appelle ça de la butte. De la butte, parce oui. qu'à l'époque, c'était quand même une entité qui était indépendante de la ville de Paris. Voilà. Et ces 5 artistes ont fini par symboliquement créer cette république depuis plus d'un siècle. Et aujourd'hui, la République de Montmartre a quand même beaucoup contribué à garder, qu'on appelle ça, à défendre un peu qu'on appelle ça. La culture parisienne. La culture parisienne, ça s'est internationalisé, mais surtout à défendre, qu'on appelle ça, pour ce qui reste à Montmartre. Ah oui, et donc, elle s'est transformée en fait en une institution philanthropique et culturelle, mais avec une dimension d'un État. Voilà. Avec des ministres, des sénateurs, des députés, des ambassadeurs et des qu'on appelle ça? Les conseillers municipaux. Les conseillers, voilà. Il y a 1 an et demi, je parlais à Alain Turban. Peut-être vous connaissez Alain Turban, chanteur, oui, qui est aussi l'un des membres de la République de Montmartre. Membre de la République de Montmartre. Donc, salut à toi, Alain. J'espère que ta chérie va mieux. Bon. Alors, je vais revenir sur vos expositions. Lors de la préparation de cette émission, vous m'avez particulièrement parlé de l'une qui vous a marqué avec un homme
d'État qui vous avait marqué du côté de Yaoundé. Est-ce que vous voulez le partager avec le public? Quand j'ai exposé à Yaoundé, au Musée National? Au Musée National, oui. Oui, mais quand j'ai exposé au Musée National, j'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer certaines personnes. J'ai même pas eu beaucoup de plaisir. C'est ces personnes qui sont venues vers moi. Notamment un qui vous a marqué. Je pense deux. Deux, parce que quand vous êtes un artiste enfin, quand vous organisez une exposition de cette dimension, vous avez quand même besoin autour de vous des personnes qui peuvent vous renvoyer un peu les personnes d'expérience, qui peuvent vous renvoyer cette image. Et je pense qu'en premier, c'était l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis. Oui, Nice Macar, à l'époque. À l'époque, il s'appelait Nice Macar. C'était en quelle année déjà? Je crois, début des années c'était 2006, 2006, oui. 2006, 2007, parce que j'ai exposé, ça a commencé en fin d'année, et ça a été prolongé en 2007, parce qu'il y avait la visite aussi du président chinois à l'époque. Et donc, ils m'ont demandé de prolonger l'exposition et tout. Donc, parmi, qu'on appelle ça, ces personnalités, effectivement, il y avait l'ambassadeur américain, il y avait aussi la première dame de Chine, Madame Hu Jintao, avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a dit qu'il y avait une influence asiatique. Alors les gens le disent souvent. Je dis, il y avait une influence asiatique dans le salon. Ça rappelle, je dis, mais oui, mais ça peut vous rappeler et tout, mais le plus souvent, j'ai presque l'impression qu'en général, tout ce qui se révèle en Afrique être qu'on appelle ça, intéressant, on a l'impression qu'elle est attribuée à d'autres. Ou alors elle a toujours des similitudes d'ailleurs. Toujours. Ce qui est normal. Bah, l'Afrique, c'est mais pour le moment, peut-être parce que on n'a pas non plus trop l'habitude d'être dans la reconnaissance d'un travail et de pouvoir le promouvoir. Et de pouvoir se l'accaparer aussi, hein, parce que c'est ça le problème. Il faut s'accaparer les choses pour qu'on puisse penser que, voyez, vous avez un rapport. Sinon, on va toujours essayer de constater, mais voilà, exactement. Et il y a eu donc ces personnalités-là, et il y a aussi eu, vous me parliez des personnalités, donc il y avait l'ambassadeur américain, il y avait la première dame de Chine, et il y avait donc aussi un monsieur qui est arrivé à mon exposition, j'étais pas là. Donc les gens qui gardaient mon exposition, ils m'ont dit, ils m'ont appelé. C'était à l'hôtel, ils m'ont appelé, ils m'ont dit oui, il y a monsieur le ministre qui est là, et ainsi de suite et tout. Alors je dis bah, oui, mais bon, moi c'est bien beau, mais. Je ne suis pas là. Non, c'est pas que je suis pas là. Mon heure d'aller à l'exposition, vous voyez, j'avais des gens qui ouvraient l'exposition, qui s'occupaient, donc je pourrais vaquer à d'autres occupations, et revenir plus tard. Mais ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'il y a un ministre, alors c'était un ministre à l'époque, je pense que c'était un ministre délégué à la justice, qui est là. Et ce monsieur, voilà, il est venu voir l'exposition et tout. Ce serait bien que tu viennes. Je dis, mais oui, mais je veux bien venir, mais laissez-moi le temps de me préparer et tout. Et il m'a attendu pendant plus de 45 minutes. Il est resté là, le ministre. Oui, il a dit, il n'y a pas de problème. Il a regardé les œuvres, et il est resté, il m'a attendu pendant 45 minutes. Et quand je suis arrivé, ça m'a quand même touché. Exactement la même chose que j'ai eu avec l'ambassadeur américain. Ça m'a touché, d'autant plus que bon, l'ambassadeur américain, Nice Macar, c'est un Américain, mais lui, c'était quand même une personnalité camerounaise. Donc, ça m'a touché, je ne le connaissais pas. En fait. Ce ministre-là, vous ne le connaissez pas? Non, je ne le connaissais pas du tout. Et après, que je me suis rendu compte que c'était parce que
les gens qui s'occupaient de mon exposition et tout, ils ont insisté parce qu'ils connaissaient la personne que c'était. C'est pour ça qu'ils m'ont insisté pour que je puisse venir. Mais ce qui m'a touché, c'est surtout le temps qu'il a pris pour m'attendre. Et ça m'a vraiment touché. C'était M. Camteau. Maurice Camteau. Oui, c'était M. Camteau. C'est marrant parce que, vous savez, quand vous parlez de ces choses aujourd'hui, comme ça, ces genres de souvenirs, ça me fait presque... et quand je vois aujourd'hui... ce monsieur, comme ça, je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est lui qui était là, qui a attendu longtemps. Alors, je me demandais, mais pourquoi il a attendu aussi longtemps pour qu'on appelle ça? Pour rencontrer l'artiste. Pour me rencontrer et tout. Vous savez, c'est quand même, comme je vous ai dit, ça vous met en confiance. Voilà. Si, ça peut vous mettre en confiance parce qu'on a tous besoin, vous voyez, de reconnaissance, surtout quand on fait ce genre de travail. Ça peut vous encourager. Et c'était quand même une exposition au cœur de Yaoundé, au Musée National, vous voyez. Et donc, je regardais les gens qui pouvaient venir voir cette exposition, et pour quelles raisons, ainsi de suite et tout. Et effectivement, à l'époque, pour moi, c'était très spontané, parce que il était important pour moi que des personnes qui ont quand même une certaine notoriété sur place... C'est une envergure d'ailleurs, hein. L'autorité sur place puisse venir voir mon exposition et échanger, surtout. Vous avez échangé avec lui combien de temps environ? Oh, j'ai échangé avec lui, je ne le connaissais pas, donc on a parlé, mais il me regardait aussi avec une très grande curiosité, ce qui était normal d'ailleurs. Et moi aussi, j'avais beaucoup d'intérêt, donc vous voyez, c'est des choses un peu spontanées, mais avec le temps, j'ai su apprécier ces moments-là. Voilà. Il se dit que vous avez acheté quelques peintures, M. Camteau. Ah mais lui, il m'a acheté, c'est ça qui est impressionnant. Parce que Combien? vous savez, son ministère était juste en bas. En fait, vous savez, le Musée National, c'est entre le ministère des Finances et palais présidentiel. Et donc, à l'époque, ils avaient conçu aussi la plupart des ministères autour de la présidence. Oui. Et donc, il suffisait juste de descendre. Et donc de descendre pour aller à son bureau et il m'avait dit oui, voilà, il m'avait même dit que je pense que son fils appréciait beaucoup mon travail aussi. Et il m'avait acheté, je me souviens plus, mais il m'avait acheté, je veux savoir parce que j'ai toujours les notes des gens que moi, j'ai un cahier de répertoire. Ah d'accord, je vois. Mais il m'a acheté au moins 2 tableaux. Au moins 2 tableaux, dont un, et je suis allé voir, les circonstances sont incroyables. Un qui s'intitule Le Sauveur. Il vous a acheté un tableau intitulé Le Sauveur, Maurice Camteau. Et je pense que c'est marrant, les coïncidences sont bizarres, hein. Là vous êtes dans les bleus, mais je pense que c'était dans les tons vert comme ça. Ouais. C'était un tableau... De toute façon, on le retrouve, le tableau. C'était un tableau sur lequel vous avez utilisé votre technique du manioc, hein, je crois bien. Oui, tous les tableaux qui étaient exposés, c'était soit avec la technique du tapioca, soit avec les encres, comme je vous ai indiqué. Il y avait une partie d'encre et une partie de... Et ici, il m'a acheté au moins 2 tableaux. Sinon 3. Mais si je regarde sur mon cahier de répertoire, cette époque, je vais certainement retrouver les tableaux qu'il m'a acheté. Mais je sais qu'il y avait Le Sauveur. Un tableau qui s'intitulait Le Sauveur. Bon. Oui. Je déclare que je n'ai rien à déclarer. Ah ben oui. Peut-être un jour, si je le vois, je peux lui demander de m'envoyer la photo qu'on appelle ça, des tableaux qu'il a de moi. Je verrai. Et je pense que je me serais pas trompé. mais c'était quand même, c'était des moments bien pour moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps à Yaoundé. Et franchement, des moments extraordinaires. On a fait des conférences dans des lycées, on a partagé, et j'étais vraiment très content de voir tous ces jeunes qui étaient vraiment ouverts, intéressés. J'avais l'impression d'être quelqu'un, voilà.
Ça, c'est important. Et surtout dans votre pays de naissance. Voilà, si j'avais l'impression d'être quelqu'un. J'avais l'impression d'apporter quelque chose. Voilà. Et ça, je peux vous dire, ça vaut tout l'or du monde. Je comprends. Il vous est aussi reconnu, ou bien on dit de vous que vous êtes un peintre philosophe engagé. Oui, parce que en fait, sans la philosophie, j'aurais peut-être pas non plus fait la peinture. Hein. Et c'est d'ailleurs ce côté philosophique qui m'a poussé à créer un langage. Qui m'a vraiment poussé à créer un langage, ce qui est quand même très difficile, à créer cette technique. Vous voyez, pour pouvoir un peu exprimer ma vision des choses et tout. Mais vous savez, c'est toujours comme ça, hein, en général. Hein, quand on crée un mouvement, une technique, c'est une philosophie déjà qu'on est en train de mettre en place. Pardonnez-moi de dire à chaque fois technique du manioc, c'est que je veux qu'au-delà du Cameroun, qu'on nous comprenne. Car le tapioca est propre aux Camerounais. Ah oui, mais moi je ne savais pas, c'est très connu le tapioca en fait. Parce que les Français connaissent bien le tapioca. Oui, ils connaissent tout de suite. Ils utilisaient le tapioca depuis très longtemps pour gonfler la soupe. Mais oui, quand j'ai des visiteurs, vous savez, actuellement j'expose en province, en Haute-Marne, vous voyez, au cœur de la... À Chaumont ou... oui, par là, oui. Ouais. Et bien, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que là-bas, partout où je vais, ceux qui connaissent encore beaucoup plus le tapioca, c'est les Américains, les Californiens surtout. À cause de vous? Non, pas à cause de moi, ils connaissent l'aliment. Oui, l'aliment, oui, ils connaissent. Et en France, ils connaissent parce que les générations, vous savez, les anciennes générations connaissent bien le tapioca. Ils utilisaient déjà le tapioca depuis longtemps pour gonfler la soupe. Je me permets. Certains connaissent, peut-être pas les jeunes d'aujourd'hui, c'est normal, ça ne fait pas partie de leur l'alimentation. De leur alimentation. Donc ça sert à autre chose. Ça sert toujours à autre chose d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier, on a parlé tout à l'heure de peinture et de tapioca qui est comestible, mais n'oubliez pas que le tapioca, c'est aussi de l'amidon. C'est aussi de l'amidon. On en utilisait pour repasser les chemises. Pour repasser les chemises, en effet. et donc ça peut servir à beaucoup de choses, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on sait que le tapioca ne se cultive, non, le manioc qui permet de produire le tapioca et l'amidon ne se cultive pas en Occident, cela signifie que depuis toujours... ne se cultive pas en Occident pour le moment, ça peut aussi se cultiver en Occident. Mais je n'ai pas vu une seule plantation de manioc en Occident. Hein. Non, parce que naturellement ça ne pousse pas ici. Donc ça... où la terre n'est pas propice pour faire du tapioca, du manioc, pardon. Et donc, comme vous savez, ça dépend des climats, ça dépend de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages en Afrique, je vais vous dire pourquoi. Parce que une fois quand j'ai fait une exposition, pas cette période-là dont je vous parle, bien avant encore, j'avais fait une exposition au Cameroun, et là c'était, je pense, à Douala, et j'avais rencontré donc des étudiants qui me disaient, qui m'envoyaient, enfin, ils ne m'envoyaient pas des fleurs, mais ils étaient tout étonné de voir un artiste qui vit à l'étranger, qui vit en étranger en Europe, et qui évolue en Europe, et qui travaille avec du tapioca, alors que les peintres locaux, ils attendent qu'on les envoie des huiles et des toiles pour faire la peinture. Et eux, ils me disaient, toi, tu as inventé le tapioca qu'on a ici, et tu travailles de l'isorel qu'on a ici à volonté, et donc c'était, le Congolais était, mais je il me disait, mais monsieur, mais c'est quand même incroyable. Vous êtes en Europe, vous avez tout pour travailler, faire de la peinture sur toile, oui, et vous travaillez avec le tapioca, que nous on connaît ici, sur de l'isorel, de ce qu'on peut avoir plus facilement. Vous les avez donc inspirés, c'est une évidence. Oui, mais comme je disais tout à l'heure aussi, vous savez, on n'a pas besoin d'aller très loin. Vous regardez autour de vous, quand vous êtes un créateur, vous regardez d'abord autour de vous ce que vous pouvez avoir. La création, on peut arriver à faire de la création ou innover avec ce qu'on a autour de soi.
Vous savez, c'est pas très compliqué. Voilà. Après, effectivement, il y a des choses qu'on peut peut-être avoir besoin pour. Mais là, moi, je parle de quelqu'un qui est en train de créer un langage. Voilà. Je suis en train de quelqu'un qui est en train de pas en train d'emprunter, en train de créer un langage. Vous pouvez d'abord commencer avec ce que vous avez autour de vous. Francis Bella, on dit aussi de vous que vous êtes très impliqué dans l'éducation artistique, la philosophie, la philanthropie Oui. et les causes sociales. Il y a un exemple qu'on m'a donné là, les concours pour enfants. Vous êtes aussi engagé dans beaucoup d'œuvres caritatives. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quand j'ai le temps, mais j'essaie plutôt, bon, les œuvres caritatives, vous savez, moi je suis un artiste, j'ai eu la chance de voyager, un peu partout, pas complètement, mais quand même, et de voir les différences qui nous unissent. Et on ne peut pas rester sensible, faire des choses comme ça, seul, sans voir que il y a d'autres personnes qui sont dans le besoin, par exemple, ou qui ont besoin d'échanger. Ça c'est important. Moi-même, quand je suis en train de créer, j'ai besoin d'échanger avec vous pour enrichir mon répertoire aussi, faut pas croire. Et donc, c'est ça qui m'a permis un peu d'être actif dans la philanthropie et l'humanitaire. Vous le savez bien, j'ai fait depuis très très jeune, où je me suis engagé à l'époque avec Pharmaciens sans frontières, où d'ailleurs, c'est au moment-là où j'ai rencontré Jacques Chirac. Et j'ai mis à disposition souvent des œuvres aux enchères pour voilà, des actions humanitaires. Voilà. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait pour j'ai fait des ventes aux enchères aussi au profit du Grand Prix humanitaire de France, qui est aussi une institution qui s'occupe aussi beaucoup des démunis. J'en ai fait aussi pour les enfants, par le biais de mes filles, les enfants des orphelinats en fait. Parce que mes filles travaillent aussi beaucoup avec des orphelinats, que ce soit au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, voilà, et même en Indonésie. Voilà. Vous évoquez vos enfants, vous en avez 3. Vont-ils bien? Ah, ils vont très bien. J'ai 2 filles et un garçon. Ils vont très bien. Et puis mes filles étaient aussi dans la musique, comme mon fils d'ailleurs. Et maintenant, ils s'occupent un peu, beaucoup plus de... Les œuvres de papa? Oui. Parce que... Mais c'est pas par... c'est vraiment par choix. Voilà. Parce que elles y trouvent bien, elles s'y sentent bien et tout. Donc c'est tant mieux d'ailleurs. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a des personnes parmi les personnes qui vous sont chères, il y a bien sûr vos enfants, mais il y avait avant eux vos parents, et vous les immortalisez dans un coin de votre atelier. Est-ce que j'ai vu juste? Oui, c'est mon père et ma mère. Chers téléspectateurs, peut-être vous voyez ça. Voilà, on va rapprocher la caméra. C'est mon père et ma mère qui ont été sculptés par une amie qui est mon père lui-même étant sculpteur. Une amie qui est spécialiste pour faire des bustes. On va aller voir ça. Alors, c'est le buste de Nassera Kainou. Elle fait d'autres choses, elle fait un peu de la peinture, mais surtout c'est sa spécialité. Francis Bella, comme votre CV est assez fourni, on peut le dire, il est assez fourni votre CV. J'ai pas encore fini. Oui, vous n'avez pas encore fini. J'ai envie de vous poser cette question aussi. Avec un tel CV, et vous le dites bien, si bien, vous n'avez pas encore fini.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qui vous rendrait fier après tout ce que vous avez déjà accompli? Bah, ce qui me rendrait fier, c'est d'être encore capable de faire autant que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous avez beaucoup voyagé. Oui. Y a-t-il encore des pays Non, qui vous font rêver? Ah si. Il y a toujours des pays à découvrir. Si j'avais la chance de découvrir encore plus d'autres pays, ce serait bien. Mais c'est surtout mon travail. Votre travail. Oui. Chaque jour, je me dis, est-ce que tu es encore capable de peindre? Vraiment. Et la réponse que vous vous donnez est laquelle? Mais ça me donne le courage de me retrouver à mon atelier en train de travailler. Dernière question. Oui. Ceci peut paraître un peu prétentieux, mais bon, serons fous. Est-ce que vous rêvez qu'un jour, on écrive Pablo Picasso, Édouard Manet, Francis Mbella, votre nom à côté de ceux les plus grands? Vous savez, les mêmes plus grands que vous citez, ils étaient comme moi au départ. Hein. Peut-être même pas tout à fait. Donc, si un jour, effectivement, je pourrais être cité comme ça, ce serait bien. Tout simplement. Quel est dans Mais ce qui m'importe, c'est ce que je fais. Voilà. Quel est dans cet atelier le tableau auquel vous tenez le plus? Alors, par contre, là, je ne tiens pas le plus à un tableau. Regardez, j'ai des tableaux, des grands tableaux qui ne sont pas encore finis. Je ne vous ai pas tout montré. Ben, montrez-moi des choses, nous voulons voir. Hein. C'est juste regardez. Et ça, c'est des tableaux qui ne sont pas encore finis. C'est parmi les tableaux finis. Oh, je vais mettre celui-là, là. Parce que ça, c'est des tableaux qui sont finis. Mais ça, c'est un tableau que j'ai commencé. Même le grand, là, vous n'allez pas le voir, mais celui-là, vous pouvez le voir quand même. Vous voyez, c'est un tableau qui n'est pas encore fini. Alors que j'ai commencé, je vais vous dire. Vous voyez? Je vois. Voilà, c'est important parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des tableaux. Il y a beaucoup de tableaux qui sont là, que je n'ai pas encore fini. Vous voyez, à un moment, j'arrête parce que, pour le moment, j'ai besoin de recul. Et bien, ça tombe très bien, spontanément d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré ça tout de suite. C'est pendant la discussion. Voilà un tableau que j'ai commencé il y a pratiquement, maintenant, ça va faire quand même au moins 4 ans. 4 ans? Oui. Ça va faire 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de terminer? Celui-là, ça fait déjà au moins 15 ans. Non. Mais non, vous n'êtes pas en train de le voir passer en tissu, mais c'est un grand tableau. Hein, c'est un grand tableau. Tu vois, là, sa taille, elle arrive là. Oui, je vois. Voilà. Et celui-là, il fait à peu près au moins 4 ou 5 ans que j'ai arrêté. Alors, je l'avais commencé, j'ai continué, et je sais ce qu'il me reste à faire encore, hein, parce que ça, c'est un long parcours. Hein. Je vois une belle dame au pied d'un grand téléphone. Voilà, mais bon, ça, pour le moment, ce sont que des détails, parce que le tableau même, il est encore bien loin d'être fini. Voilà. Mais pour certains, n'est-ce pas, ça peut être comme un tableau qui... Comme l'américain. Voilà, exactement. Mais pour moi, d'ailleurs, vous voyez bien que je mets des choses dessus parce que pour moi, c'est pas fini, quoi, vous voyez. Généralement, quand c'est fini, j'aime qu'on puisse voir, vous voyez, comme ça. Vous voyez, c'est ça. Et il n'est pas fini. Bien, Francis Mbella, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre atelier. Hein. Oui, c'est moi. Et sachez que pour vos prochaines expositions à Paris ou ailleurs, si nous pouvons nous déplacer, c'est avec grand plaisir que nous nous déplacerons. Nous aimons mettre en exergue les gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire, et vous faites plus que de l'ordinaire. Alors, effectivement, pendant que vous parlez, je vous ai parlé de l'exposition itinérante qui se prépare. Tout à fait. De l'ASCO à la technique du tapioca. 22 pays, vous allez faire. C'est un dossier qui est en train d'être travaillé par la structure que mes filles ont mis en place. Et donc, cette exposition est un peu scientifique. Oui, c'est un peu scientifique dans le sens
qu'on analyse des convergences, des influences au niveau de la peinture de l'époque médiévale, ou de l'époque de l'art rupestre, à nos jours, pour voir un peu le corollaire qui se sépare des siècles. Mais en fait, on se retrouve à être contemporain, autant dans le médiéval que dans de nos jours. Et c'est ce que veut expliquer, qu'on appelle ça, cette exposition, à travers mes œuvres et à travers aussi l'œuvre de Lascaux. Et donc, c'est pour ça que cette exposition est itinérante et il y a déjà à peu près une vingtaine de pays, d'institutions qui sont intéressées pour l'exposition. Comme vous avez des visiteurs aussi là. Ah, derrière vous. Derrière moi? Oui, derrière vous, si vous pouvez. Qui attendent? On va voir. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? Bonjour. On attend pour une visite juste.